Chapitre 1, façade parfaite. Derek Sullivan ajusta sa cravate dans le miroir de la salle de bain, scrutant le reflet d'un homme qui avait tout. Du moins, c'est ce qu'il semblait. À 34 ans, il était propriétaire de Sullivan Construction, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans la construction de bâtiments commerciaux dans 3 États. Ses mains calleuses racontaient l'histoire d'un homme qui avait gravi les échelons, passant du marteau à la signature de contrats à des millions de dollars. La maison de banlieue qui l'entourait représentait 8 années de mariage avec Amy, son amour de jeunesse, qui avait patiemment attendu qu'il bâtisse son empire à partir de rien. Leur fils de 6 ans, Luke, était la fierté de sa vie. Un garçon curieux avec les yeux gris acier de Derek et les cheveux blonds miel d'Amy. « Papa, on peut travailler sur la cabane dans les arbres aujourd'hui ?» Luke apparut dans l'embrasure de la porte, déjà vêtu d'une tenue de travail miniature qui reflétait l'uniforme de Derek. Derek sourit, sa première expression sincère de la matinée. « Désolé, mon pote. Papa doit terminer le projet Henderson, mais ce week-end, on installera ses poutres de soutien. » Le visage de Luke s'assombrit légèrement, mais il hocha la tête avec cette maturité compréhensive qui inquiétait parfois Derek. Des enfants de 6 ans ne devraient pas être si conciliants. Amy sortit de leur chambre, le téléphone collé à l'oreille, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilisait avec sa famille. « Non, maman. Je ne peux pas venir en voiture aujourd'hui. Derek a besoin que je le fasse. » Elle croisa son regard et couvrit le téléphone. « Ta mère veut encore que Luke passe la nuit chez elle. » Elle dit, « Papa a demandé des nouvelles de son petit-fils. » Derek avait remarqué la fréquence croissante de ces demandes de nuit de la part des parents d'Amy, Robert et Linda Hartwell. Les Hartwell vivaient à 1 heure au nord, dans une vaste ferme appartenant à la famille d'Amy depuis des générations. Luke adorait rendre visite à ses grands-parents, mais quelque chose clochait dans leurs habitudes récentes. « Dis-leur le week-end prochain, » dit Derek en attrapant ses clés. « J'ai une inspection visuelle à Millbrook aujourd'hui. Je ne rentrerai pas avant tard. » L'expression d'Amy changea presque imperceptiblement. « En fait, chérie, ce serait peut-être bien pour Luke. Il est resté enfermé ici toute la semaine, et tu sais combien il adore aider grand-père avec les chevaux. » Il y avait une pointe d'insistance dans sa voix que Derek ne parvenait pas à cerner. Ces derniers mois, Amy avait été différente, distraite, secrète au sujet de ses appels téléphoniques, mentionnant souvent les visites fréquentes de son frère Trevor chez leurs parents. Trevor était récemment revenu de Seattle après un divorce difficile, soi-disant pour aider à la propriété familiale. « S'il te plaît, papa. » Luke tira sur la chemise de travail de Derek. Grand-père avait promis de m'apprendre à bien étriller les chevaux. Derek observa le visage de sa femme, remarquant sa façon d'éviter son regard direct. 8 ans de mariage lui avaient appris à lire ces signaux subtils, et à cet instant, chaque instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Mais le visage enthousiaste de Luke prenait la décision à sa place. « D'accord, mais tu m'appelles avant d'aller te coucher. »« D'accord. » Alors que Derek se dirigeait vers son chantier, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'avoir commis une erreur. La famille Hartwell avait toujours été soudée, au point d'en être exclue. Ils avaient de l'argent de poche, issu de générations d'agriculteurs et d'aménageurs, et Derek l'avait toujours été, depuis leur désapprobation du mariage d'Amy avec un ouvrier qui avait réussi à s'en sortir de rien. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de son contremaître. Henderson a une bonne vue. On pourrait peut-être finir plus tôt. Derek se fit un petit mot pour surprendre Amy et Luke en rentrant tôt. Peut-être pourrait-il encore travailler sur cette cabane dans les arbres. Chapitre 2. Confiance brisée. L'appel arriva à 3h47. Derek se réveilla en sursaut, instantanément alerte, comme l'avaient fait des années d'appels d'urgence sur les chantiers. Le côté du lit d'Amy était vide, ce qui le parut étrange, jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'elle avait mentionné qu'elle veillait tard pour travailler sur un projet de graphisme en freelance. « Papa, ça fait mal. S'il vous plaît, aidez-moi. »« Moi. » La voix de Luke n'était qu'un murmure, chargé de larmes, et quelque chose qui glaça le sang de Derek. En arrière-plan, il entendit Amy parler rapidement à quelqu'un, la voix tendue par la panique. « On l'emmène à l'hôpital Merci Général », dit Amy en décrochant le téléphone. « Derek, quelque chose ne va pas. » Il se réveilla en hurlant, se tenant la tête. Il n'est pas cohérent. Derek enfilait déjà ses vêtements, son esprit explorant les possibilités. Traumatisme crânien, ménite, empoisonnement.
Il n'avait jamais entendu son fils aussi brisé, aussi petit. Le trajet vers l'hôpital se déroula dans un brouillard de feux rouges et d'une terreur croissante. Derek trouva Amy dans la salle d'attente des urgences, le visage pâle et les vêtements en désordre. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. « Où est-il » demanda Derek. « Chambre 4. Ils font des examens. » La voix d'Amy se brisa. « Derek, j'ai tellement peur. Il allait bien quand je suis allé le chercher chez papa et maman. Nous sommes rentrés vers 21h. Il a dîné, regardé un film et s'est couché normalement. Puis, vers 15h, il s'est mis à hurler. Le docteur Patricia Reeves, une femme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant mais sérieux, est entrée dans la salle d'examen. Derek avait déjà vu cette expression, la neutralité prudente des professionnels de la santé lorsqu'il annonçait une nouvelle dévastatrice. « Monsieur et Madame Sullivan, je dois vous parler en privé. » Ils la suivirent dans une petite salle de consultation où le docteur Reeves ferma la porte et s'assit en face d'eux. Les mains de Derek se crispèrent involontairement. L'état de Luke est stable, mais je suis très préoccupé par ses symptômes. Les signes neurologiques, combinés à certains signes physiques que nous avons trouvés, suggèrent un possible traumatisme crânien. Il y a également des traces de ce qui semble être des résidus chimiques dans son organisme. Des résidus chimiques. La voix de Derek était d'un calme mortel. Nous effectuons d'autres tests, mais les résultats préliminaires suggèrent une exposition à un composé sédatif. Compte tenu des circonstances, le docteur Reeves marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je suis légalement tenu de signaler cela. Monsieur Sullivan, vous devez appeler la police a immédiatement appelé. Le monde a basculé. Derek entendit Amy halter, vit son visage se déformer sous ce qui semblait être un choc et une peur sincères. Mais quelque chose le rongeait. Un détail qui ne collait pas. Quelle preuve matérielle, demanda-t-il. Le docteur Reeves hésita. Leur remarque correspondait à des entraves aux poignets et aux chevilles. Très faibles, mais présentes. Et Monsieur Sullivan. Luke n'arrête pas de demander son vrai père. Il semble confus quant à votre identité. Amy émit un bruit d'étouffement. C'est impossible. Derek est son père. Il est juste confus à cause de ce qui lui est arrivé. Mais Derek était déjà en train de chercher son téléphone. Son esprit fonctionnait avec la précision froide qui avait bâti son entreprise à partir de rien. Quelqu'un avait blessé son fils. Quelqu'un l'avait drogué, maîtrisé et fait quelque chose pour que Luke remette en question son propre père. Et Derek Sullivan allait découvrir qui. Chapitre 3, la vidéo. 2 heures plus tard, Derek se tenait dans l'allée de ses beaux-parents, flanqué de l'inspectrice Maria Santos et de l'agent James Bradley. La ferme était exactement comme ça avait toujours été le cas. Un fracas de clabots blancs, une véranda enveloppante, les balançoires d'enfance d'Amy encore accrochés au vieux chêne. Mais le silence était inquiétant. Pas d'aboiement de chien, pas de lumières allumées, aucun signe de l'agitation habituelle du Hartwell. Amy resta près de la voiture de patrouille, prétextant se sentir trop malade pour entrer. Derek remarqua qu'elle consultait son téléphone de plus en plus fréquemment. M et Madame Hartwell, appela l'inspecteur Santos en frappant à la porte d'entrée. Pas de réponse. La porte n'était pas verrouillée. Inhabituel pour des gens qui vivent si loin de la ville. Derek suivit les policiers à l'intérieur, son regard entraîné, son regard analysant automatiquement les détails. De la vaisselle dans l'évier pour ce qui semblait être le dîner de la veille. Les lunettes de lecture de la mère d'Amy sur la table de la cuisine. Tout était normal, sauf l'absence de personne. C'est alors qu'ils entendirent la scène. Le son d'une télévision diffusée dans le salon. Derek franchit le seuil et se figea. Sur l'écran plat de 65 pouces, une vidéo semblait tourner en boucle. Les images provenaient clairement d'une caméra cachée. Caméra haute définition et éclairage professionnel. La vidéo montrait cette même pièce filmée 3 jours auparavant. D'après l'horodatage, Derek regardait son fils Luke assis sur le canapé familier, mais quelque chose clochait terriblement. Les mouvements de Luke étaient lents, son regard vague. Il parlait à quelqu'un hors champ, d'une voix distante et droguée. Dis à tonton Trevor ce que papa fait qui te fait peur. Une voix masculine l'encouragea derrière la caméra. La voix droguée de Luke répondit par des mots qui rougirent la vue de Derek de rage. Papa me frappe quand je vais mal. Il m'enferme dans le placard. Il dit que si je le dis à quelqu'un, il fera du mal à maman.
La voix derrière la caméra était celle de Trevor Hartwell, le frère d'Amy. Mais c'est la voix féminine qui a fait exploser le monde de Derek. La voix d'Amy était claire et reconnaissable entre toutes. C'est parfait, ma puce. Maintenant, souviens-toi, quand la police t'interroge sur papa, tu dis exactement ce que tu viens de dire. Peux-tu faire ça pour maman et tonton? Trevor? Les mains de Derek tremblaient tandis qu'il regardait son fils de 6 ans, drogué, hocher la tête docilement, son petit visage affaissé par ce qu'on lui avait donné. La vidéo continuait, montrant Trevor et Amy coachant Luke à travers de multiples répétitions de fausses allégations d'abus, perfectionnant leurs preuves fabriquées contre Derek. Mais le pire arrivait à la fin. Amy se pencha dans le champ, embrassant Trevor avec une intimité qui trahissait des mois, voire des années de tromperie. Puis elle se tourna vers Luke avec un sourire que Derek n'avait jamais vu auparavant. Froid, calculateur, prédateur. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Une fois papa parti, tu auras un nouveau papa qui t'aimera bien plus. L'inspecteur Santos était déjà à la radio, appelant des renforts et un avis de recherche sur les Hartwell et Trevor. L'agent Bradley prenait des notes, mais Derek entendait à peine l'activité autour de lui. Tout s'est mis en place avec une clarté brutale. Les visites nocturnes qui s'étaient multipliées. Les secrets d'Amy concernant sa famille. Le retour soudain de Trevor en ville. La garde à vue. Des documents que Derek avait aperçus chez Amy, dissimulant précipitamment le mois dernier. Les récents cauchemars de Luke et ses changements de comportement, que Derek avait attribués à des difficultés de croissance normale pendant l'enfance. Ils ont systématiquement empoisonné l'esprit de son fils, le droguant pour le rendre docile, l'entraînant à mentir sur des abus qui n'ont jamais eu lieu, tout cela pour lui voler Luke et détruire Derek au passage. Amy apparut dans l'embrasure de la porte derrière eux. Et Derek se tourna vers sa femme, avec qui il avait été marié pendant 8 ans. La femme qui s'était tenue à ses côtés tandis qu'il construisait tout à partir de rien. La femme qui lui avait donné ce qu'il avait de plus précieux pour ensuite tenter de le lui reprendre par des mensonges et des manipulations. Derek, je peux t'expliquer, commença-t-elle. La voix de Derek, lorsqu'elle se fit entendre, était plus basse qu'un murmure et plus terrifiante qu'un cri. Ne le fais pas. L'inspecteur Santos s'avança. Madame Sullivan, j'ai besoin que vous veniez avec moi. Nous avons des questions. Tandis qu'un détective emmenait Amy, Derek fixait l'image figée sur l'écran de télévision, le visage drogué et confus de son fils regardant droit vers la caméra. Luke avait fait confiance à ses gens. Derek avait fait confiance à ses gens. Derek Sullivan avait bâti sa fortune sur un principe simple, mesurer 2 fois, couper 1 fois, être minutieux, précis et ne jamais commettre 2 fois la même erreur. Tandis qu'il regardait la voiture de patrouille disparaître dans l'allée avec sa femme à l'arrière, Derek commença à planifier avec la même minutie qui lui avait fait gagner des millions. Ils avaient blessé son fils. Ils avaient trahi sa confiance. Ils avaient tenté de détruire sa vie avec des mensonges. Derek Sullivan ne croyait pas au pardon. Il croyait aux conséquences. Et les conséquences, décida-t-il, allaient coûter très cher à toutes les personnes impliquées. Chapitre 4. Les fondations du bâtisseur. Assis dans la chambre d'hôpital stérile, Derek regardait Luke dormir. La petite main du garçon était éclipsée par la paume calleuse de son père. Les sédatifs quittaient lentement l'organisme de Luke, mais les dommages psychologiques seraient plus longs à évaluer. Le docteur Reeves lui avait expliqué qu'une thérapie de récupération de la mémoire pourrait être nécessaire, que la confusion de Luke entre la réalité et les mensonges inculqués pourrait persister. Pendant des semaines, voire des mois. Le téléphone de Derek vibrait sans cesse. Des journalistes qui avaient eu vent de l'histoire, des employés inquiets, son avocat Marcus Reed, exigeant des nouvelles. Derek les ignorait tous. Pour l'instant, seules 2 choses comptaient, le rétablissement de Luke et la planification méticuleuse de la suite. L'ironie ne lui échappait pas. Derek s'était bâti pendant des années la réputation d'un homme qui terminait ce qu'il avait commencé, qui ne reculait jamais devant un défi, qui résolvait les problèmes avec une précision systématique. Il allait maintenant appliquer ces mêmes compétences à un projet de construction d'un genre bien différent. Le chemin vers le succès de Derek n'avait pas été de tout repos. Né d'une mère célibataire qui cumulait 3 emplois pour subvenir à ses besoins, il avait appris très tôt que le monde respectait la force et écrasait la faiblesse. Sa mère, Sarah Sullivan, était décédée quand Derek avait 19 ans, ne lui laissant que son éthique de travail et la conviction profonde que survivre signifiait être plus dur que tous ceux qui essayaient de vous démolir.
Il avait bâti Sullivan Construction avec un simple pick-up et une boîte à outils. Il avait accepté des chantiers que les entrepreneurs établis refusaient, les plus dangereux, les délais impossibles à respecter, les clients qui avaient brûlé tous les autres constructeurs de la ville. Derek tenait ses promesses malgré tout, bâtissant sa réputation sur le principe que sa parole était ferme, inviolable une fois donnée. Amy était entrée dans sa vie pendant sa 3e année d'école de commerce, un programme du soir qu'il suivait tout en travaillant dans le bâtiment le jour. Elle était tout ce qu'il n'était pas raffiné, éduquée dans une famille riche et influente. Elle prétendait aimer son authenticité, ses mains usées par le travail, son refus de prétendre qu'il était autre chose que ce qu'il était. Pendant 8 ans, Derrick avait cru que l'amour était réel. Il avait travaillé 16 heures par jour pour offrir à Amy la vie qu'elle avait connue en grandissant, pour se montrer digne de l'acceptation de la famille Hartwell. Il avait construit leur maison de rêve de ses propres mains, installé chaque installation, poncé chaque pièce de boiserie. Il pensait poser les fondations de leur avenir. Au lieu de cela, il s'était construit une prison. Luke s'agita, ses yeux s'ouvrant en papillonnant, perplexe, conscient de la présence d'un enfant se réveillant dans un endroit inconnu. « Papa, je suis là, mon pote. » Derrick serra doucement la main de son fils. « Comment vas-tu ? J'ai mal à la tête et j'ai fait des rêves bizarres. » La voix de Luke était plus forte maintenant, plus proche de la sienne. « Papa, pourquoi oncle Trevor m'a-t-il donné ce vilain médicament ? Ça a tout embrouillé. » La mâchoire de Derrick se serra, mais il garda une voix calme. « Oncle Trevor a fait de mauvais choix, Luke. Mais il ne te fera plus de mal. Je te le promets. Maman a des ennuis ? » La question était innocente, mais Derrick entendait le son sous-jacent d'un enfant essayant de gérer la trahison de personnes en qui il avait confiance. « Maman aussi a fait de mauvais choix, » dit Derrick prudemment. « Mais tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. Ton travail, c'est juste de te rétablir. » Après que Luke se soit rendormi, Derrick sortit dans le couloir et rappela enfin Marcus Reed. Marcus était son avocat depuis les débuts de l'affaire. Un homme vif d'esprit qui comprenait que parfois, la loi et la justice étaient deux choses différentes. « Derek, j'ai suivi les informations. C'est un cauchemar, mais on peut s'en servir. Les preuves vidéo sont convaincantes. Et comme le dossier médical de Luke montre une exposition à la drogue, on peut inculper Amy et sa famille pour mise en danger d'enfants, complot, fausse accusation. » « Je ne veux pas qu'il soit inculpé, » interrompit doucement Derrick. « Je veux qu'il soit détruit. » Silence à l'autre bout du fil. Marcus connaissait Derek depuis assez longtemps pour savoir distinguer la colère de la froideur. Une intention calculée. « Derek, je comprends que tu sois en colère, mais il faut être intelligent. Le système judiciaire accordera à Amy une probation et une thérapie ordonnée par le tribunal. Trevor sera condamné à quelques années de prison, peut-être moins s'il a une bonne conduite. Hartwell prétendra avoir été manipulé par leur fils et leur fille, et je passerai la prochaine décennie au tribunal des affaires familiales à me battre pour la garde, tandis que Luke grandira traumatisé par ce désastre. » Derrick regarda son fils endormi par la fenêtre. « C'est inacceptable. »« À quoi penses-tu » Derrick sourit, mais il n'y avait rien de chaleureux dans son sourire. « Je pense à la construction, Marcus. Quand on construit quelque chose qui est fait pour durer, on ne se concentre pas seulement sur ce que les gens peuvent voir. Le vrai travail se déroule dans les fondations. Sous terre, invisible, mais absolument crucial. Si les fondations cèdent, tout ce qui se trouve au-dessus s'effondre. » Marcus resta silencieux un long moment. « Je ne peux rien faire d'illégal, Derek. »« Tu ne le feras pas. En fait, légalement, tu vas t'assurer que tout ce que je fais est parfaitement légal. J'ai besoin que tu demandes une garde d'urgence, des ordonnances restrictives, une protection des biens, tout le tralala. Quand tu auras fini, je veux toute la protection juridique possible pour Luke et moi. Et que vas-tu faire pendant que je m'occupe des fondations juridiques ?» Le sourire de Derek devint prédateur. « Je vais rappeler à certains pourquoi il ne faut pas voler un entrepreneur. On sait aussi bien démolir que reconstruire. » Chapitre 5. Rassembler l'équipe. 3 jours plus tard, Derek était assis dans la salle à manger privée du Castellano, un restaurant haut de gamme où il conclurait certains de ses plus gros contrats. En face de lui était assis Vincent Torres, un homme dont la carte de visite affichait simplement « solutionneur de problèmes », mais dont la réputation dans certains milieux était bien plus précise. Vincent avait 42 ans,
une tenue impeccable et possédait le calme propre à la gestion de situations qui auraient brisé des hommes moins qualifiés. Derek l'avait rencontré pour la première fois 5 ans auparavant, lorsqu'un concurrent avait tenté de saboter un projet majeur en falsifiant des infractions aux règles de sécurité et en soudoyant des inspecteurs. Vincent avait si bien fait disparaître ce problème que le concurrent de Dererick avait discrètement quitté l'État. « J'ai entendu parler de votre situation familiale », dit Vincent en taillant son pieu avec une précision chirurgicale. « C'est terrible d'utiliser un enfant comme ça. Dans ma culture, un tel comportement serait sanctionné sans appel. » Dererick appréciait que Vincent ne mâche jamais ses mots ni ne prétende être ce qu'il n'était pas. « Je ne cherche rien de permanent. Vincent, pas encore, mais j'ai besoin que certaines personnes soient blessées d'une manière qui leur tient à cœur. » Blessées comment? Financièrement, professionnellement, physiquement, tout cela, mais soigneusement orchestré. Amy et Trevor se croient malins, mais ce sont des amateurs. Ils ont commis une erreur cruciale. Ils ont supposé que j'allais me laisser faire et jouer les victimes. Vincent sourit d'un air approbateur. De quoi avez-vous besoin? Derek glissa un épais dossier sur la table. Les dossiers financiers complets d'Amy, Trevor et des Hartwell. Chaque compte bancaire, chaque investissement, chaque actif. J'ai aussi besoin d'une surveillance sur chacun d'eux. Où ils vont, à qui ils parlent, ce qu'ils font quand ils pensent que personne ne les regarde. Et Trevor en particulier. Le visage de Dererick se durcit. Trevor est au chômage depuis son retour de Seattle. Mais quelqu'un finance leur opération. Le matériel vidéo, les drogues qu'ils ont utilisées sur Luke, les frais de consultation juridique. Je parie qu'ils ont déjà payé. Je veux savoir d'où vient cet argent. Vincent hocha la tête. Donnez-moi 48 heures. Quoi d'autre? J'ai besoin que vous contactiez certains de nos amis communs dans le bâtiment. Plus précisément, tous ceux qui ont travaillé avec Highland Development Group. Highland Development était l'activité principale de la famille Hartwell. Ils achètent et développent des propriétés rurales depuis 3 générations. Robert Hartwell était actuellement PDG et Trevor avait récemment rejoint le groupe comme consultant en développement, bien qu'il n'ait aucune expérience dans la construction ou l'immobilier. Vous voulez vous attaquer à leur entreprise. Je veux d'abord comprendre leur entreprise. Ensuite, je veux la démanteler systématiquement. Dererick se renversa dans son fauteuil. Voyez-vous, Vincent, Amy et Trevor pensent qu'il s'agit de garde des enfants et de divorce. Ils préparent une bataille juridique, mais ils ont oublié quelque chose d'important à mon sujet, je ne me contente pas de construire des bâtiments. Je construis des relations, des partenariats, des réseaux, et parfois ces relations deviennent très précieuses lorsqu'il faut faire pression. Le téléphone de Derek vibra, un SMS de Marcus. Garde des enfants d'urgence accordée. Avoir gelé. Audience de mise en liberté sous caution d'Amy demain. Il y a encore une chose, dit Derek en rangeant son téléphone dans sa poche. J'ai besoin d'un message pour Trevor. Rien de menaçant, rien de traçable, juste une information. Vincent haussa un sourcil. Trevor se croit en sécurité parce qu'il n'a pas encore été arrêté. Il prépare probablement son prochain coup, envisageant peut-être de fuir. Je veux qu'il sache que fuir ne lui servira à rien, que nulle part n'est assez loin. Quel genre de message? Dererick sortit une carte de visite, sa carte de visite, et écrivit quelque chose au dos avant de la faire glisser sur la table. Vincent la lut et sourit. La carte disait, « Les fondations sont faites pour durer éternellement. » Vincent observa. Trevor comprendra. Il entend parler de mes projets de construction depuis des années lors des dîners de famille. Il sait ce qui arrive quand on construit sur un sol instable. Vincent empocha la carte. Autre chose? Dererick se leva et laissa tomber plusieurs billets de centaines de dollars sur la table. Oui, je veux que tu découvres tout ce que tu peux sur les activités d'Amy au cours de l'année écoulée. Relevé téléphonique, historique de voyage, relevé de carte de crédit. Elle planifie tout ça depuis un moment, ce qui signifie qu'il y a des traces écrites. Tu crois qu'il y a plus à découvrir? Le sourire de Derek était froid comme l'acier. Vincent, on ne drogue pas un enfant de 6 ans pour l'entraîner à mentir sur des abus sur un coup de tête. C'était planifié, méthodique et sophistiqué, ce qui signifie qu'Amy et Trevor ont eu de l'aide, une aide professionnelle. Et quand on découvre qui les a aidés, Derek se dirige vers la porte, sa réponse flottant au-dessus de son épaule comme une promesse et une menace. Puis on élargit les fondations.
Chapitre 6. La mise en place des accusations. L'entrepôt abandonné à la périphérie de la ville avait été l'une des premières acquisitions majeures de Derek. Une imposante structure d'acier et de béton qu'il avait prévu de transformer en loft luxueux. Ce soir-là, elle servait à une autre fin. Ce soir-là, c'était sa salle de guerre. Derek se tenait devant un mur couvert de photos, de documents et de liens qui feraient la fierté d'un détective. 5 jours d'enquête de Vincent avaient donné plus que ce que Derek avait espéré et pire que ce qu'il craignait. La trahison d'Amy allait bien au-delà de l'adultère. Les relevés financiers révélaient un schéma de vol systématique remontant à 14 mois. Elle détournait de l'argent de leurs comptes joints, liquidait des placements et contractait même des emprunts sur les actifs commerciaux de Derek en utilisant des signatures forges. Le montant total approchait les 340 000 $. Mais cet argent n'était qu'un début. Les relevés téléphoniques révélèrent qu'Amy avait été en contact avec le docteur Margaret Ashford, psychologue pour enfants spécialisé dans les témoignages dans les affaires de garde d'enfants. Les services du docteur Ashford comprenaient une thérapie de récupération de la mémoire et une évaluation des traumatismes, qui pouvaient être adaptés aux récits de ses clients. Plus accablant encore, Vincent avait découvert que Trevor n'était pas seulement le frère et l'amant d'Amy. Il était son partenaire dans un complot qui allait bien au-delà de la famille de Derek. Montrez-moi encore le lien avec Seattle, dit Derek à Vincent, debout à côté d'un ordinateur portable affichant des transactions financières. Trevor n'était pas au chômage à Seattle. Il travaillait pour l'expansion ouest de Hartwell Development, sous le contrôle d'une société écran. Mais voici le point intéressant, Highland Development Group a systématiquement acquis des propriétés autour de vos projets commerciaux. Chaque projet important réalisé par Sullivan Construction au cours des 3 dernières années. Highland a acheté des terrains adjacents ou proches en moins de 6 mois. Derek étudia la carte créée par Vincent, marquant ses projets de construction d'épingles rouges et les acquisitions de Highland d'épingles bleues. Le schéma était sans équivoque. Highland avait suivi le succès de Sullivan Construction, se positionnant pour tirer profit du travail de Derek sans investir ni prendre de risques. Ils utilisaient des informations privilégiées. Derek s'est rendu compte qu'Amy était au courant de chaque projet avant même que je ne soumette d'offre. Et c'est pire encore. Trevor a photographié vos documents de projet, vos plans, vos listes de clients. Ils ont vendu vos données d'affaires à des concurrents. Et les ont utilisées pour positionner Highland afin d'obtenir un profit maximal. Derek ressentit la fureur froide familière qui l'avait animé dans toutes les épreuves de sa vie. Quel conservatisme! Estimation? Highland Development a réalisé une plus-value foncière d'environ 2,8 millions de $ en suivant vos projets, plus 400 000 $ supplémentaires en honoraires de consultation en vendant vos informations confidentielles. Derek se tourna pour examiner une autre section de son mur de preuves. Des photos de surveillance de Trevor et Amy rencontrant diverses personnes au cours du mois dernier. Qui sont ces personnes? Vincent désigna chaque photo en parlant. Le docteur Margaret Ashford, la psychologue pour enfants qui aurait témoigné que Luke présentait des signes de traumatisme liés à des abus. L'inspecteur Raymond Pike. Il a fourni à Amy des informations sur l'enquête. La juge Patricia Hulbrook. Elle devait présider votre audience de garde. Calendrier. Le sourire de Vincent était prédateur. La juge Hulbrook a reçu une information anonyme concernant des irrégularités dans ses déclarations financières. Elle s'est récusée de toutes les affaires familiales, lançant une enquête éthique. Derek haussa un sourcil. Information anonyme. Très anonyme. Intraçable, mais très bien documentée. Derek apprécia la minutie de Vincent. Qu'en est-il de l'inspecteur Pike? Les affaires internes ont reçu hier un colis contenant des preuves de les dettes de jeu de Pike et quelques appels téléphoniques intéressants avec Trevor Hartwell. Pike a été suspendu dans l'attente d'une enquête. Et le docteur Ashford. L'expression de Vincent s'assombrit. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le docteur Ashford a déjà fait ça, à plusieurs reprises. Vincent ouvrit un dossier sur son ordinateur portable. 7 cas au cours des 5 dernières années où elle a témoigné que des enfants présentaient des signes de maltraitance, aidant des mères à obtenir la garde de leur père. Dans 6 de ces cas, les pères se sont ensuite suicidés. Derek sentit la glace dans ses veines. Il ne prévoyait pas seulement de prendre Luke. Il prévoyait de me détruire complètement. Le schéma suggère qu'Amy et Trevor n'étaient pas seuls. Cela ressemble à une opération professionnelle, un réseau spécialisé dans la fabrication d'affaires de garde contre des pères fortunés. Derek se tourna vers Vincent Follet. Je veux des noms.
Tous. J'y travaille. Mais Derek, c'est plus important que ta famille. Si nous agissons trop agressivement, trop vite, nous risquons d'alerter le réseau et de perdre notre chance de tous les éliminer. Dererick comprenait la logique, mais la patience commençait à s'amenuiser. Luke suivait une thérapie, luttant pour démêler la réalité des mensonges qu'on lui avait inculqués. Amy était en liberté sous caution, vivait avec un tuteur désigné par le tribunal, mais continuait à téléphoner à des numéros inconnus. Trevor avait complètement disparu. On l'avait vu pour la dernière fois en train de traverser la frontière canadienne avec un faux passeport que les hommes de Vincent avaient, d'une manière ou d'une autre, manqué d'intercepter. « Combien de temps ?» demanda Derek. 2 semaines, peut-être 3. Je dois remonter le réseau dans son intégralité, identifier tous les acteurs et rassembler suffisamment de preuves pour les détruire définitivement. Dererick hocha lentement la tête. D'accord, mais Vincent, je veux une assurance. Si l'un d'eux tente à nouveau de s'en prendre à Luke, s'il s'en prend à mon fils, je me fiche du réseau. Je m'en occupe moi-même. Vincent observa le visage de Dererick et vit apparemment quelque chose qui le satisfaisait. Compris. En attendant, j'ai une suggestion. Je les écoute. Qu'ils croient qu'ils ont gagné. Les conditions de libération sous caution d'Amy autorisent des visites surveillées avec Luke. Qu'elle le voit. Qu'elle pense qu'elle a encore une chance d'obtenir la garde. On fait des erreurs quand on est confiant. Les poings de Dererick se crispèrent involontairement. L'idée d'Amy près de Luke lui donna envie de saccager l'entrepôt à main nue. Je sais que c'est dur, continua Vincent. Mais les désespérés sont imprévisibles. Les gens sur dessus des schémas, et ces schémas peuvent être exploités. Dererick regarda une dernière fois le mur de preuves, son regard s'attardant sur une photo de Luke prise avant tout cela. Son fils riait, innocent, confiant. Ce garçon avait disparu à jamais, remplacé par un enfant qui sursautait lorsque des adultes parlaient à voix haute et demandaient si son père allait vraiment faire du mal à sa mère. « Arrange-toi », dit finalement Dererick. « Mais Vincent, pendant qu'ils suivent leur schéma, je veux que tu prépares quelques surprises pour nos amis. Rien d'illégal, rien de traçable, mais je veux qu'ils comprennent que leurs actes ont des conséquences. » Quel genre de surprise? Le sourire de Derek était de ceux qui avaient fait reculer les hommes adultes sur les chantiers. De ceux qui rappellent aux gens pourquoi il faut être très, très prudent quant aux fondations sur lesquelles ils choisissent de construire leur vie. Chapitre 7. Jour de la démolition. Le message arriva un mardi matin, alors que Derek prenait son petit déjeuner avec Luke. Son fils revenait peu à peu à la normale, mangeant mieux, dormant toute la nuit, posant des questions sur l'école et ses amis au lieu de se demander si ses souvenirs étaient réels. Le message venait de Vincent. Le château de cartes est prêt à s'écrouler. Et vous? Dererick était prêt depuis 2 semaines. La première surprise avait été la tentative de Trevor de rentrer aux États-Unis. Il avait réussi à atteindre le poste de douane de Buffalo avant d'être arrêté pour vol d'identité et fraude au niveau fédéral. Le faux passeport que les proches de Vincent avaient oublié s'était avéré faire partie d'une opération d'infiltration du FBI ciblant les faussaires. Trevor risquait maintenant de 5 à 10 ans de prison fédérale. La deuxième surprise avait été la crise financière soudaine de Highland Development Group. Il semblait que plusieurs de leurs acquisitions foncières importantes avaient été réalisées grâce à des prêts garantis par des propriétés qui n'appartenaient pas réellement à Highland. Robert et Linda Hartwell se sont précipités pour expliquer aux enquêteurs fédéraux comment leur entreprise avait emprunté 1,3 million de dollars contre des terres qu'ils ne possédaient pas. Derek soupçonnait la comptabilité créative de Vincent, mais il n'a pas demandé de détails. La troisième surprise avait été la découverte d'Amy que ces nouveaux documents d'identité, ceux qu'elle avait prévu d'utiliser lorsqu'il fuyait le pays avec Luke, avaient été signalés par la sécurité intérieure et les contrefaçons. Son gardien nommé par la cour avait consciencieusement signalé la possession d'Amy de documents illégaux, ce qui a entraîné des accusations fédérales supplémentaires et la révocation de sa caution. Amy était maintenant assise dans le verrouillage du comté, comprenant finalement que ses itinéraires d'évasion soigneusement planifiés étaient devenus des impasses. Mais le message d'aujourd'hui de Vincent signifiait que la véritable démolition allait commencer. Derek a déposé Luke à l'école personnellement, serrant son fils un peu plus longtemps que d'habitude. « Je t'aime, mon pote. N'oubliez jamais ça. » D'accord. Luke leva les yeux avec ses yeux gris sérieux qui rappelaient à Derek tant son propre reflet. « Je t'aime aussi, papa. Allez-vous aller bien? Vous avez l'air inquiet. » Dererick s'est agenouillé au niveau de Luke. « Je ne suis plus inquiet, fils.
Je m'assure juste que des mauvaises personnes ne peuvent blesser personne d'autre. 1 heure plus tard, Derrick s'est assis dans le palais de justice fédéral à l'écoute de la procureure adjointe de district Rachel Morrison décrit l'affaire contre ce qu'elle a appelé le réseau de fraude au tribunal de la famille le plus sophistiqué jamais découvert dans ce district. L'enquête que Vincent avait initiée avait métastasé en un groupe de travail fédéral impliquant le FBI, l'IRS et plusieurs agences d'État. La pratique thérapeutique du docteur Margaret Ashford avait été révélée comme la pièce maîtresse d'un complot qui avait détruit des dizaines de familles au cours de la dernière décennie. Le programme était élégant dans sa cruauté, identifier les pères riches et les mariages stables, insérer des agents pour séduire ou faire chanter les femmes, fabriquer des preuves d'abus utilisant des drogues et entraîner les enfants, puis profiter des batailles de garde et des convulsions en matière de garde qui en ont résulté. Le réseau comprenait des juges, des policiers, des travailleurs de la protection de l'enfance, des thérapeutes et des avocats, tous travaillant ensemble pour détruire systématiquement des hommes innocents tout en s'enrichissant. Derrick a regardé de la galerie tandis qu'Amy était conduite dans la salle d'audience dans les chaînes. Elle avait l'air plus petite en quelque sorte, diminuée par la combinaison orange et le poids des charges fédérales. Quand elle a aperçu Derek, son expression est passée du désespoir au défi à quelque chose qui aurait pu être regret. Derrick ne ressentait rien. Monsieur Derek Sullivan, vous pouvez approcher pour votre déclaration d'impact de votre victime, a annoncé le juge. Derek se leva et se dirigea vers le podium, conscient extrêmement que ce moment déterminerait comment le reste de la vie d'Amy s'est déroulé. Le procureur fédéral avait expliqué que la déclaration de Derrick pourrait influencer la peine d'Amy. De 10 ans à la vie, selon l'évaluation par le tribunal des dommages causés. Derrick a regardé la salle d'audience bondée, les médias, les agents fédéraux, les autres victimes et leurs familles. Vincent était assis dans la rangée arrière, son expression illisible. Marcus Reed s'est assis avec les autres avocats, hochant la tête encourageante. Votre honneur, commença Derek, sa voix portant l'autorité silencieuse qui avait conclu des accords d'1 million de dollars. Je m'appelle Derek Sullivan. Je suis un entrepreneur en construction, un propriétaire d'entreprise et le père d'un garçon de 6 ans qui a été systématiquement empoisonné et psychologiquement torturé par la femme que je pensais être sa mère. Les épaules d'Amy se sont tremblées, mais Derek a continué sans la regarder. Infiltré que ma réputation a été ciblée pour la démolition de la démolition. Choix. Derek a finalement regardé directement Amy, qui le regardait avec quelque chose qui approchait de l'espoir. Amy, dit tranquillement Derek, j'espère que vous utiliserez la foi que le tribunal vous donne pour réfléchir au genre de personne que vous avez choisi de devenir. J'espère que vous trouverez un moyen de vivre avec ce que vous avez fait à Luc. Et j'espère que vous comprenez que même si je ne vous déteste plus, je ne vous pardonnerai jamais. Derek se tourna vers le juge. Votre honneur, je laisse la peine d'Amy à la sagesse du tribunal. J'ai des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer que la vengeance. J'ai un fils à élever. Alors que Derrick retournait à son siège, il pouvait entendre Amy sangloter derrière lui. Il ne s'est pas retourné. Chapitre 8. Affront. 6 mois après la condamnation d'Amy. 25 ans à la vie pour son rôle dans le complot. Derrick se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison, regardant Luc aider sa grand-mère Sarah à faire des crêpes. La mère de Derrick avait déménagé il y a 3 mois, ostensiblement pour aider à la soin de Luc, mais vraiment parce que Derrick avait finalement admis qu'il avait besoin d'aide pour traiter tout ce qui s'était passé. La nouvelle maison était plus petite que celle que Derrick avait construite pour Amy, mais elle ressemblait plus à la maison. Luc avait choisi les couleurs de sa propre pièce, aidé Derrick à construire une cabane dans les arbres qui s'est terminée et a commencé lentement à agir comme un enfant normal de 6 ans. La thérapie avait aidé. Le docteur Jennifer Walsh, psychologue d'enfants ayant une réputation impeccable et aucun lien avec le réseau du docteur Ashford, avait travaillé avec Luc pour séparer les souvenirs fabriqués de la réalité. Le processus avait été douloureux pour le père et le fils, mais Luc guérissait. Le téléphone de Derrick a sonné. Vincent Torres, comme d'habitude, Derek, il y a quelque chose que vous devez savoir. Trevor a été retrouvé mort dans sa cellule. Derrick a ressenti un froid momentané. Suicide, c'est l'histoire officielle. Mais Trevor avait parlé aux enquêteurs fédéraux des connexions internationales du réseau. Il devait témoigner la semaine prochaine sur les opérations au Canada et au Mexique. Derek a compris l'implication. La mort de Trevor n'était pas auto-infligée. C'était un message de tout ce qui restait du réseau. Un rappel que certaines organisations avaient des ressources au-delà des poursuites fédérales. Dois-je m'inquiéter ? Demanda Derek. Pas immédiatement.
Mais Derek, vous devez savoir que vos actions ont fait de vous une légende dans certains cercles. Vous avez enlevé un réseau que les forces de l'ordre essayaient de craquer depuis des années. Ce genre de réputation attire l'attention, bon et mauvais. Derrick a regardé à travers la fenêtre de la cuisine de Luke, qui est couvert de farine et se moque de quelque chose que sa grand-mère avait dit. Quel genre d'attention? Le bon genre. Plusieurs agences fédérales souhaitent vous consulter sur d'autres réseaux. Vos méthodes de découverte des connexions financières étaient impressionnantes. Le FBI pense que vous avez un avenir dans l'enquête médico-légale si vous êtes intéressé. Derrick a presque souri. Et le mauvais genre. D'autres réseaux savent de quoi vous êtes capable. Ils savent que vous êtes minutieux, implacable et que vous avez des ressources. Certains pourraient vous voir comme une menace pour leurs opérations. Derrick s'attendait à ce que cette conversation finale. Lorsque vous démolisez quelque chose d'aussi sophistiqué que le réseau du Dr Ashford, vous découvrez inévitablement qu'il ne fonctionnait pas isolément. Il y a des liens avec d'autres programmes, d'autres victimes, d'autres prédateurs qui ont profité des familles détruites. Que recommandez-vous? Sécurité améliorée pour vous et Luke. Rien d'évidence, rien qui perturberait votre vie normale, mais néanmoins la protection. Et Derek, si quelqu'un vous approche de vous sur d'autres cas, d'autres réseaux, je veux que vous m'appeliez en premier. Derrick a accepté et raccroché, mais son esprit fonctionnait déjà. Vincent avait raison. Derrick avait développé des compétences au cours de son enquête qui pourraient être précieuses pour d'autres victimes. L'approche systématique qui avait construit la construction de Sullivan pourrait être appliquée à la démolition d'autres entreprises criminelles. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Marcus Reed. Derek, je viens de décrocher avec le FBI. Ils veulent vous offrir un contrat de conseil. Apparemment, votre enquête sur le développement de Highland a révélé des liens avec les réseaux de fraude immobilière dans 12 États. Quel genre de conseil? Ils veulent que vous enseigniez à d'autres victimes comment enquêter sur les personnes qui les ciblent, comment suivre les sentiers monétaires, identifier les connexions du réseau, recueillir des preuves. Fondamentalement, ils veulent que vous formiez les gens à faire ce que vous avez fait au réseau d'amis. Derrick a trouvé l'idée attrayante. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans l'idée d'enseigner aux autres pères comment protéger leurs enfants, comment riposter contre les prédateurs qui comptaient sur l'impuissance de leurs victimes. Il y a une condition, a poursuivi Marcus. Le FBI veut vous assurer de comprendre que vos méthodes doivent rester dans les limites légales. Une partie de ce que Vincent Torres a fait pour vous aider à exister dans une zone grise que les agences fédérales ne peuvent pas officiellement approuver. Derek a compris. Les approches créatives de Vincent pour recueillir des preuves et appliquer la pression ont été efficaces, mais pas toujours strictement légaux. Si Derrick allait travailler avec des agences fédérales, il aurait besoin de développer des méthodes qui pourraient résister à un examen judiciaire. J'y penserai, a déclaré Derrick à Marcus. Mais alors que Derrick regardait Luke et sa grand-mère se lier à la fabrication des crêpes, il a réalisé que sa pensée était déjà terminée. Amy et Trevor avaient compté sur l'isolement de Derrick, sa volonté de souffrir en silence plutôt que de riposter. Ils avaient supposé qu'un travailleur de la construction ne pouvait pas égaler sa planification sophistiquée. Ils avaient eu tort à propos de Derek. Et Derrick soupçonnait qu'ils n'étaient pas les seuls à faire cette erreur. Il y avait d'autres réseaux, d'autres prédateurs ciblant d'autres familles. Et Derrick avait appris que parfois la meilleure défense était une infraction systématiquement planifiée. Derrick est entré dans la cuisine et a ébouriffé les cheveux couvrés de Luke. « Et mon pote, tu veux aider papa dans un nouveau projet ?» Les yeux de Luke s'allumaient. « Quel genre de projet ?» Derrick sourit, pensant à l'offre du FBI et à toutes les familles qui étaient actuellement piégées dans des situations comme la sienne. « Nous allons aider certaines personnes à construire de meilleures fondations. » Chapitre 9. Héritage. 2 ans plus tard, Derek s'est tenu devant une salle de conférence remplie de pairs, d'agents de l'application des lois et de défenseurs des victimes. Le cadre était le siège du FBI à Washington, D.C. Et Derek concluait sa présentation sur les techniques d'enquête sur le réseau pour les familles ciblées. La pièce était silencieuse tandis que Derek cliquait sur les diapositives finales de sa présentation. Photos des 17 réseaux qui ont été démantelés à l'aide de méthodes que Derek avait développées et affinées. Chaque réseau avait été similaire à l'opération du Dr Ashford. Des entreprises criminelles sophistiquées qui ciblaient des hommes riches par le biais de leur famille, fabriquant des preuves pour détruire leurs victimes tout en profitant du chaos légal qui en a résulté. La clé, a expliqué Derek à son public,
et de comprendre que ces opérations reposent sur l'isolement et l'intimidation. Il compte sur les victimes impuissantes, submergées par de fausses accusations et des preuves manufacturées. Mais chaque réseau laisse des traces, des connexions financières, des modèles de communication, des méthodes opérationnelles qui peuvent être cartographiées et exploitées. Une main levée dans le public. Monsieur Sullivan, qu'en est-il du bilan émotionnel? Comment maintenez-vous l'objectivité lorsque votre propre famille est ciblée? Derek avait été posé cette question des dizaines de fois au cours des 2 dernières années. La réponse n'est jamais devenue plus facile. Vous ne maintenez pas l'objectivité, dit-il tranquillement. Vous utilisez votre colère. Vous le canalisez dans une étude systématique et une action méthodique. Les gens qui ont blessé mon fils ont compté sur ma réponse émotionnelle destructrice et floue. Au lieu de cela, je l'ai fait chirurgicale. Une autre question. Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise? Derek a pensé qu'Amy purge actuellement sa peine dans la prison fédérale. Elle lui avait écrit des lettres, des dizaines d'entre eux, cherchant pardon, comprenant une reconnaissance que leur mariage avait été réel avant d'avoir choisi de le détruire. Derek avait lu chaque lettre et n'en a répondu. Ne confondez jamais la justice avec la vengeance, a répondu Derek. La vengeance est émotionnelle, temporaire et finalement creux. La justice est permanente. Elle protège les futures victimes et garantit que les mauvais acteurs font face à des conséquences. L'avocat, le psychologue, le juge de la famille, tous en faveur de la garde, les autorités locales sont toutes connectées. Je veux quelque chose en retour. Non, dit Derek a dit fermement. Je les couvrirai personnellement. Ces enfants n'ont pas demandé à être des armes dans la guerre de leurs parents. Ils méritent mieux que le soutien bureaucratique. Le téléphone de Derek a bourdonné un texte de Luc. Papa, grand-mère m'apprend à faire son célèbre pain de viande. Pouvons-nous l'avoir pour le dîner lorsque vous rentrez à la maison? Derek sourit et tape, absolument. Économisez-moi de la place pour vous aider. Luc avait 8 ans maintenant, prospérant à l'école, et ne montrant aucun effet durable du traumatisme qu'il avait enduré. Ses souvenirs des interrogatoires drogués s'étaient décolorés, remplacés par de nouvelles expériences de confiance, de sécurité et de l'amour inconditionnel. De sa valeur ou de l'amour de Derek. Les bâtiments ne l'ont jamais été. Un fonctionnaire corrompu exposé signifiait d'innombrables familles qui ne feraient pas leur vie détruite par des preuves manufacturées. Derek avait appris quelque chose d'important sur lui-même lors de son enquête sur la trahison d'Amy. Il n'était pas seulement doué pour construire des choses. Il était exceptionnel à démonter des systèmes complexes et à comprendre comment ils fonctionnaient. Cette compétence combinée aux ressources que son succès a offertes le rendait uniquement qualifié pour lutter contre les prédateurs qui comptaient sur l'impuissance de leurs victimes. Son téléphone a sonné alors qu'il montait son vol de retour. Vincent Torres comme toujours. Derek, j'ai quelque chose d'intéressant. N'oubliez pas que le réseau du docteur Margaret Ashford avait des connexions internationales. Que as-tu trouvé? Nos amis de Phoenix ne font pas que l'exécution d'une opération locale. Ils font partie de quelque chose de plus grand. Un système de franchise qui fonctionne dans 37 États et 4 pays. Quelqu'un a vendu le plan pour détruire les familles, avec du matériel de formation et un soutien opérationnel. Derek s'est installé sur son siège alors que l'avion se préparait pour le décollage. Envoyez-moi tout ce que vous avez. Derek, c'est plus grand que tout ce que nous avons abordé auparavant. Nous parlons d'une organisation qui a détruit des milliers de familles dans le passé décennie. Les ressources dont ils disposent, les relations qu'ils ont établies, les prenant seraient dangereuses. Derek a terminé. C'est un mot pour ça. Derek a regardé par la fenêtre de l'avion aux lumières de décès s'estompant en dessous. Quelque part en bas, il y avait des pères qui ne savaient pas qu'ils étaient ciblés. Les enfants qui étaient sur le point d'être transformés en armes contre leurs propres parents, des familles qui étaient sur le point d'être détruites à but lucratif. Il y a 2 ans, Derek se serait concentré sur sa propre survie, protégeant Luc et reconstruit leur vie ensemble. Mais il y a 2 ans, Derek n'avait pas compris combien d'autres familles étaient confrontées à la même destruction systématique qui avait enduré. Vincent, Derek a dit tranquillement, vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit au sujet des fondations? Qu'ils sont censés durer éternellement. C'est vrai. Et Vincent, je pense qu'il est temps de construire une base que ces réseaux ne peuvent pas démolir. Quelque chose de permanent. Qu'avez-vous en tête? Derek sourit tandis que l'avion montait vers l'altitude de croisière,
le ramenant à Luke et une vie qu'ils avaient construite ensemble à partir de l'épave de trahison. Je pense à l'expansion, Vincent. Il est temps de faire la construction de Sullivan dans un nouveau marché. De quel marché s'agit-il? La voix de Dererick portait la certitude silencieuse qu'il avait conduit d'une camionnette unique à un empire de plusieurs millions de dollars. Justice et Vincent, je prévois de construire quelque chose sur ce marché qui dure éternellement. Alors que l'avion a volé toute la nuit vers la maison, Derek a commencé à planifier son projet de construction le plus ambitieux à ce jour, un démantèlement systématique de chaque réseau qui a profité des familles détruites. Cela prendrait des années, peut-être des décennies. Cela nécessiterait des ressources, de la patience et le type de précision méthodique qui avait fait de Derek qui réussit dans la construction légitime. Mais Derek Sullivan avait appris quelque chose d'important sur lui-même au cours des 2 dernières années. Il était très bon pour démolir les structures qui devaient descendre. Et certaines structures, Derek avait décidé ne méritaient rien de moins qu'une démolition complète. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.